Ouais, ils sont pas nombreux. Deux minutes et puis. Ça fonctionne. Bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez bien, on va commencer. Je vais me présenter. Donc je suis Éric Tournier, je suis médecin conseil chef adjoint pour le service médical du département de l'Hérault. Donc je vous dirai un mot après du service médical, avec qui vous aurez peut-être des relations ultérieurement dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter un petit peu l'aspect côté caisse et côté service médical, et surtout faire un gros focus par rapport à la nomenclature, qui sera en fait votre outil au quotidien tout au long de votre carrière professionnelle. Donc on verra en fait l'aspect assurance maladie, l'exercice conventionné, les missions du service médical, les engagements mutuels, les principes de la NGAP et si j'ai le temps quelques exemples, sinon les exemples on les verra en TD ultérieurement. Alors je voulais commencer par vous présenter en fait quelques chiffres sur la répartition, votre démographie. Il faut savoir que de toute façon vous rencontrerez une autre personne de la caisse d'assurance maladie qui vous apportera d'autres éléments, mais versant vraiment caisse. Là c'est vraiment ce matin côté service médical. Voilà un petit peu la densité qui est représentée France entière des médecins, des kinésithérapeutes. Donc une densité quand même qui est assez forte pour le département 34, de l'ordre de 126 à 168 selon les années. Là vous avez une représentation sur plusieurs années, entre 2010 et 2017, et vous voyez qu'il y a une progression constante en fait du nombre de masseurs kinésithérapeutes, et que l'Hérault se positionnait au 3e rang national en densité de kiné. Là vous avez une répartition par rapport aux communes et cantons, et on se rend compte que la majorité donc se situe autour des grandes villes, notamment donc de Montpellier, et que les hauts cantons, le Quélard, Lunas, Saint-Gervais, enfin tout ça, c'est moins pourvu. Alors vous me direz, il y a moins de médecins aussi, donc moins de prescripteurs, moins d'activités. Enfin, il y a quand même une population à prendre en charge.
Par rapport à la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, donc vous avez des engagements qui sont entre l'assurance maladie et les kinés. Donc vous devez vous engager par rapport à l'application des tarifs dans le respect de la Convention, s'engager également dans la maîtrise médicalisée de cette prévention, utiliser la télétransmission et effectuer des actes de qualité au moindre coût compatibles avec l'état de santé du patient et l'efficacité du traitement. Côté assurance maladie, donc c'est le remboursement des soins effectués, la prise en charge d'une partie des cotisations sociales, accompagner les kinésithérapeutes, on le voit ça dans le cadre des CPL, les commissions paritaires locales, financer le développement professionnel continu et verser des aides à la télétransmission. Alors il y a quelques textes à savoir que vous pourrez retrouver aussi sur Amélie Réseau, enfin amélie.fr, puisque je ne sais pas si vous avez eu la curiosité d'aller voir Amélie. C'est un site sur lequel sont répertoriées en fait les différentes nomenclatures, les différentes conventions des différents professionnels de santé. Donc je vous engage quand même à aller faire un petit tour et à regarder les différents documents qui peuvent vous intéresser dans votre activité professionnelle. Donc à savoir, il y a la convention, les avenants à cette convention, la nomenclature, les référentiels HAS, puisque maintenant dans la nomenclature des actes, vous avez les référentiels HAS qui sont cités pour renouveler ou non les actes de kinésithérapie en fonction des pathologies. Et ensuite, il y a la charte du contrôle de l'activité. Parce que bien évidemment, si vous avez à prescrire, enfin on vous prescrit des actes, vous allez les réaliser, mais il faut savoir que derrière, donc la caisse les prend en charge, mais la caisse a toute possibilité de regarder votre activité professionnelle, soit d'elle-même, soit en association avec le service médical, pour analyser en fait les différentes cotations que vous avez pu transmettre à la caisse. Et voir si votre activité est cohérente ou pas, ou si on trouve des atypies par rapport à des durées ou par rapport à des cotations sur des actes qui ne seraient pas en corrélation avec la pathologie de l'assuré. Donc la Convention nationale, bon, c'est un arrêté du 10 mai 2007. Je peux vous la montrer. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnera sur votre site, parce que le PowerPoint, il sera. Mais c'est vrai qu'il y a des liens, donc si je peux, je vous transmettrai également tous ces liens. Si on l'ouvre, voilà, c'est un texte qui est assez important et qui recense en fait toutes les conditions, toutes les obligations par rapport à votre activité. Il faut savoir qu'il y a différentes commissions pour votre profession, donc commission socio-professionnelle qui se décline à la fois au niveau national, régional et départemental. La commission nationale a pour but d'orienter et de coordonner des actions à mener afin de garantir la réussite de la politique conventionnelle, des suivis réguliers des différents aspects de la vie conventionnelle. Elle initie aussi des travaux, elle installe la commission socio-professionnelle, installe et suit les travaux du comité technique, étudie tout problème d'ordre général soulevé par les rapports entre les médecins, les masseurs kinésithérapeutes et les caisses, et prend en fait différentes dispositions pour le bon fonctionnement des instances paritaires. C'est assez long, je préférais vous le résumer comme ça parce que il y a plusieurs choses dans les avenants et dans cette convention. Ici, vous avez la déclinaison au niveau régional qui veille à la régulation démographique, qui suit en fait l'évolution des dépenses régionales en rapport avec les soins, transmet à la CSPN tous les travaux qu'elle a pu initier et adresse aussi des rapports sur son activité. Et enfin, la commission départementale qui, elle, intervient pour appliquer ces conventions, pour avoir une concertation permanente puisqu'il y a des réunions régulières avec les caisses
au cours de l'année, où ils débattent de l'évolution et puis des différents thèmes qu'ils pourraient traiter ensemble. Le suivi de l'évolution des dépenses de santé. Pareil, elle transmet aussi les différents travaux, elle a différentes missions, elle étudie les statistiques, actions à mener afin de garantir aussi la réussite de la politique conventionnelle. Et voilà, ce que je vous disais, les thèmes de contrôle prévus par l'échelon du service médical avant mise en œuvre. Et avis sur des situations individuelles, puisque c'est par elle aussi que peut passer certains points lorsqu'il y a des personnes qui voudraient s'installer ou enfin des soins, on est interrogé par rapport à cette installation. Je vous ai cité aussi, ici en fait les différents avenants et leur date de parution. Donc le numéro 1 en fait c'était pour mettre en place le bilan de kinésithérapie. Le 2 c'était plutôt pour mettre en place les avantages complémentaires vieillesse. Le 3 c'était des mesures structurantes pour la profession pour permettre une simplification administrative. Notamment c'était le déploiement de la dématérialisation. Il y a un outil d'ailleurs pour cela. Revalorisation de l'activité aussi par une hausse tarifaire de certains actes ou indemnités. Et puis le 4, toujours la prise en charge des cotisations sociales, la possibilité de prononcer des sanctions conventionnelles, le principe de la mise en place d'un dispositif d'expérimentation de télétransmission, c'est SCORE, que je pense que vos référents ou les kinés chez qui vous faites des stages utilisent, et la définition de modalités de transmission des pièces. Ça, vous avez déjà commencé à... Vous avez pu voir en fait ces différents outils dans le cadre de vos stages ou pas? Non? L'avenant 5, quant à lui, c'est la revalorisation des actes des masseurs kinésithérapeutes avec la revalorisation du bilan diagnostique. Il y a eu aussi, qui sont inscrits à la nomenclature, différentes nouveautés, notamment la prise en charge du handicap respiratoire chronique. Vous avez la même chose pour les personnes ayant eu des accidents vasculaires cérébraux. Il y a aussi un accompagnement avec un forfait pour le retour à domicile en post-chirurgie orthopédique. Puis des indemnités forfaitaires de déplacement. Donc, dans le diaporama, je vous ai recensé plus loin tous les codes en fonction des pathologies que vous aurez utilisées. Et vous aurez aussi les indemnités forfaitaires de déplacement et les différents forfaits. Donc il y a également des aides pour l'installation d'équipements informatiques, développement d'actions de prévention auprès des enfants. Alors le zonage, ça c'est en fait vu aussi avec l'ARS, donc il y a eu des contrats. L'instauration d'un principe de régulation du conventionnement dans les zones surdotées. En principe c'est un départ, une arrivée. Et cet avenant numéro 5, donc c'était essentiellement pour moderniser un petit peu votre pratique. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est assez... Enfin, il faut le lire et puis connaître les grandes lignes. Je pense que peut-être la personne de la caisse va vous en reparler. Sinon, je vous ai donné les références, vous pourrez éventuellement les retrouver sur les différents... sur le site Amélie ou sur d'autres sites. Là, c'était pour vous montrer un petit peu comment s'effectuer la régulation en zone surdotée. En principe, le masseur kinésithérapeute fait une demande de convention. Il envoie un courrier en recommandé expliquant en fait sa situation, l'installation, une reprise. Il envoie ça à la caisse. La caisse en fait va demander aussi un avis à la commission paritaire départementale des kinés. Ensuite, la décision en fait, cette évaluation est transmise au directeur de la caisse, qui peut donner soit un accord, soit un désaccord. En effet, si c'est un accord, donc un avis conforme, il y aura une possibilité de s'installer. Si c'est un désaccord, ça va passer par la commission paritaire nationale. Et
Ensuite, donc vous voyez, il y a soit un avis conforme, soit un avis non conforme. Et au final, il y aura un courrier du directeur de la caisse qui vous sera notifié par lettre recommandée. Là, actuellement, on est sollicité régulièrement par des votes par rapport aux dossiers qui sont présentés et on dit si en effet il y a une possibilité ou pas de pouvoir s'installer en plus sur la zone, sur le département. Mais comme vous avez vu, il y a quand même un effectif assez important de kinés. Donc si le remplacement se fait, en principe c'est vraiment 1 pour 1. Après, s'il y a des zones plus déficitaires, ou des zones qui n'ont pas de kiné, comme dans les hauts cantons, peut-être que ce sera étudié de façon plus favorable. Mais si c'est sur Montpellier, ça risque de coincer. Alors, les missions du service médical. Le rôle du service médical, en fait, c'est d'accompagner les assurés, les professionnels de santé, les établissements. On les rencontre régulièrement, soit sur des thématiques qui sont nationales, ça peut être dans le cadre d'échanges confraternels avec les médecins pour, on va citer les campagnes d'antibiothérapie, ça peut être aussi la prise en charge des diabétiques. Alors, actuellement, c'est plutôt par rapport aux arrêts de travail. Les établissements, quant à eux, on les rencontre lorsqu'on veut promouvoir, en ce moment c'est le cas, c'est les médicaments, les biosimilaires. Donc ce sont des médicaments qui sont moins coûteux et qui ont la même activité et la même action que les médicaments qui étaient déjà en place. On trouve ces médicaments essentiellement dans les maladies rhumatologiques inflammatoires, mais maintenant vous en avez également dans le cadre du diabète. Le rôle aussi du service médical, c'est de contrôler en fait l'attribution des prestations. C'est de constater, donc si on accompagne les assurés, on peut aussi contrôler les assurés par rapport aux indemnités journalières qu'ils peuvent avoir, savoir s'ils sont toujours justifiés. Et sinon, donc on dit que la personne peut reprendre une activité professionnelle, bien sûr, en ayant fait un accompagnement au préalable par une personne du service médical qui va les suivre, qui va les orienter vers le médecin du travail. Bon voilà, en fait, avant de donner un avis par rapport à un arrêt, on s'entoure de différentes précautions et on essaie de voir dans quelle mesure il est en capacité de reprendre. On peut aussi les passer en invalidité, voilà. Donc ça c'est à la fois sur le risque maladie et sur le risque accident de travail, maladie professionnelle. Si on peut aussi constater, faire des contrôles auprès des professionnels de santé pour voir s'il y a un abus de soins, s'il y a des atypies dans leur activité. On fait donc des analyses médicales de leur activité et pareil au sein des établissements. Pour les établissements, le plus souvent, on va voir le contrôle de la tarification, la T2A, et on voit si en fait les codages ont été bien effectués par les médecins et par le DIM. Donc c'est une double approche à la fois d'accompagnement et de contrôle. Là je vous ai mis la charte parce que lorsqu'on effectue un contrôle, on informe quand même le professionnel de santé et on lui joint une charte disant un petit peu comment ça va se passer et ses droits et les devoirs de chacun. Donc là je vous ai un petit peu résumé sur les diapos, celle-là suivante je crois, le contrôle de l'activité professionnelle. Ça peut être soit fait par la caisse toute seule, soit fait en association caisse-service médical sur l'activité de ce professionnel. Ça peut être fait avant, c'est la demande, là on contrôle les demandes de prise en charge, les DAP, soit c'est fait après, donc c'est regarder s'il y a des atypies à la fois statistiques ou on peut avoir des témoignages d'assurés ou des signalements d'anomalies. Et puis dans le cadre de programmes thématiques, on peut très bien vérifier tel codage à un moment donné. On peut le faire à partir des bases de données ou alors en réclamant en fait les documents auprès de la caisse.
Et c'est essentiellement en fait les prescriptions des médecins et vos cotations. Il faut savoir qu'on a la capacité de reconstituer les journées aussi d'activité professionnelle. Donc il est bien évident que si on faisait la somme de tous les actes que vous avez fait au cours d'une journée et que vous dépassez les 24 heures, ça éveillera notre attention d'autant parce que il est quasiment impossible de faire 24 heures sur 24 une activité professionnelle. Je vous le cite parce que ça arrive, hein. On le voit chez des infirmiers, on le voit aussi chez quelques kinés. Parce que comme vous le verrez, pour chaque cotation, il y a une durée qui est recommandée et qui est inscrite dans la NGAP. En principe, lorsqu'on effectue ces contrôles, c'est dans le respect du secret médical. On peut être amené aussi à rencontrer les assurés pour voir comment s'est passée l'activité, comment s'est passées les séances, voilà, pour avoir plus d'informations. Bien évidemment, tous ces contrôles rentrent dans le cadre de nos activités. Il y a l'article 315.1 du Code de la sécurité sociale, pour lequel on est autorisé donc à effectuer ces contrôles. Donc je ne vais pas revenir, hein, compétences d'appréciation des éléments médicaux, respect du secret. On regarde s'il y a des activités abusives, si vous respectez ou s'il y a un non-respect des différentes règles législatives, conventionnelles, des recommandations de bonne pratique, des différents référentiels. Et ça s'effectue à partir des bases de données et des pièces justificatives. Donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, avant d'entamer une analyse d'activité, on est quand même obligé de vous en informer. Et ensuite, à l'issue de cette analyse, le professionnel reçoit un courrier et il peut être reçu au service médical pour débattre des cas que l'on a étudiés. Voilà. Et en fonction des éléments que le professionnel apporte, on retient ou on rejette les anomalies qu'on avait initialement retenues. Bon, ça peut paraître bizarre de vous parler du contrôle avant de parler de la nomenclature, mais il faut savoir que ça existe. Peut-être que dans votre vie, vous ne serez jamais confronté à ça, et peut-être que certains d'entre vous le seront, mais voilà, il faut savoir comment ça se passe, il y a des règles, et c'est une possibilité en fonction des pratiques. Bien souvent, c'est de repérage statistique en fonction des volumes d'activités que vous avez, des volumes d'AMK, d'AMS et reconstitution de votre activité journalière. Bon, cette diapo était un peu... Enfin, elles sont assez fournies les diapos parce que je vous ai pas fait de cours particulier, il n'y a pas de document, donc je me suis dit ce serait aussi utile pour vous de pouvoir retrouver les différents éléments importants. Voilà, là vous avez les différentes engagements de chacun. Donc ça je vous laisserai, vous en prendrez connaissance. Et ça en fait ce sont les voies de recours. Une fois qu'on a fait des activités de contrôle, vous voyez il peut y avoir des contentieux à la fois, on peut vous réclamer des indus, il peut y avoir des pénalités financières, un contentieux ordinal, un contentieux pénal et un contentieux des sanctions conventionnelles. Il faut savoir que donc il y a des voies de recours pour tout, dès lors que l'on fait une activité de contrôle, il y a toujours des voies de recours, que ce soit pour les assurés ou pour les professionnels. Pour la CRA, c'est la commission de recours amiable, mais si en fait, par cette voie-là, qui est une voie amiable, on ne trouve pas de solution, on va après sur du contentieux, et c'est en principe le tribunal de grande instance, pôle social, qui va gérer en fait le litige. Et dans l'organisation, donc en principe, c'est la commission de recours amiable, le TGI, après c'est les cours d'appel, après ça peut passer par la cour de cassation. Ça c'est l'ordre un petit peu
judiciaire. Bon, donc on va en venir en fait au fait le plus... Enfin... Désolé, j'ai oublié de couper le téléphone. En principe, ça m'arrive pas. Ça, vous avez déjà vu un peu la nomenclature ou pas? Dans le cadre de vos stages? Non? Pas encore? Bon, donc là, je vous ai fait différents tableaux. J'ai repris toute la nomenclature pour que vous l'ayez avec les différentes modifications tarifaires qu'il y a eu et qu'il y aura. Alors, déjà un petit point par rapport à l'affichage au niveau du cabinet quand vous serez installé. Il faut au moins que vous mentionnez dans votre salle d'attente les 5 prestations les plus couramment pratiquées par vous ou vos collaborateurs. Il faut bien sûr informer si vous faites des actes avec dépassement d'honoraires. Logiquement, quand on fait des actes avec dépassement d'honoraires, il faut faire un devis quand ça dépasse les 70 euros. Mais enfin, il faut que vous le mentionnez et de façon à ce que les personnes soient informées. Si vous effectuez des actes hors nomenclature, vous devez faire un devis. Et si le médecin vous demande des choses un peu spécifiques qui sont hors nomenclature, il faudra qu'il le précise aussi sur son ordonnance. Bon, ça c'est un premier point. Là, c'est par rapport à la maternité, parce que vous serez peut-être confronté à cette situation. En principe, pour les actes de masso-kinésithérapie, pendant la maternité, ils sont pris à 100%. Donc vous devez cocher la case maternité et la date présumée de début de grossesse ou date d'accouchement. Tous les actes en rapport ou non avec la grossesse réalisés du premier jour du 6e mois de grossesse jusqu'au 12e jour à la date d'accouchement seront pris en charge à ce titre. Pour la rééducation abdominale du postpartum, donc à compter de l'examen postnatal effectué par le médecin dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement, c'est bien spécifique. Pas de limite réglementaire pour le délai après l'accouchement. La prescription doit mentionner le lien avec la grossesse. Et pour ce qui est de la rééducation périno-sphinctérienne du postpartum, réalisée à compter du 90e jour après l'accouchement, pas de limite réglementaire pour le délai après l'accouchement. La prescription doit mentionner le lien avec la grossesse. Donc je ne sais pas si vous en aurez beaucoup de ça. Je pense que vous aurez plus de la rééducation fonctionnelle, rhumato, ortho, neuro. Et après, ça dépendra de ce que vous faites comme spécialité au sein de votre activité. Donc là, avant il n'y avait pas c'était juste pour faire un petit point, un rappel par rapport à la NGAP. La NGAP maintenant comporte que des actes de professionnels de santé, mais auxiliaires considérés comme auxiliaires en fait. On retrouve les actes de chirurgien dentiste, de kiné, d'infirmière, d'orthophonie, sage-femme. Alors que pour les actes vraiment médicaux, on a créé la CCAM, qui permet de classer en fait les différents actes médicaux. Donc il y a une sorte de dissociation. Vous pouvez retrouver des actes médicaux dans l'un, mais pas dans l'autre. Alors nomenclature, dans la nomenclature de la NGAP, vous avez différents titres et différents chapitres, avec des différents articles aussi. Pour vous, je vous ai recensé en fait tout ce qui correspondait à votre activité. Donc le chapitre 2 porte sur le pied. Vous verrez que vous pouvez être concerné puisque vous avez des AMK en lettres clés. Il y a 3 types de lettres clés pour vous, les AMS, les AMK et les AMC. Les AMC étant des actes de kiné faits au sein d'un établissement. Donc là, je vous ai répertorié la rééducation d'un pied, donc en relation avec une intervention chirurgicale sur l'avant-pied par séance d'une durée de 30 minutes.
voyez, c'est important parce que cette durée de 30 minutes, c'est une durée qui correspond à une séance. Bien sûr, si vous faites entre 24 minutes et 35 minutes, on va pas chipoter. Mais c'est de cette façon qu'on arrive à savoir la quantité d'actes que vous avez dans la journée et le temps que vous y passez. Ça, c'est pas ce qu'on rencontre le plus souvent dans la pratique, hein. En principe, vous allez vous situer sur le titre 15 avec de chapitre 1 à chapitre 5. Et essentiellement, c'est le chapitre 2 qui va être important pour vous et le bilan de kinésithérapie. Donc je vous rappelle, et ça c'est important, que les actes doivent être effectués par vous-même. Il existe une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale. Ce qui est obligatoire, c'est l'indication médicale, l'organe cible, la localisation en rapport avec une ALD ou en rapport avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, pour savoir ce que vous allez après cocher dans la prise en charge. Ce qui est facultatif, c'est le nombre de séances et les techniques. Cela dit, si le médecin vous met la technique et vous met la durée, ce qui arrive des fois avec les orthopédistes qui ont des protocoles type, cela s'impose à votre activité. Après, vous pouvez très bien discuter avec le prescripteur et lui dire ce que vous pensez par rapport à ce qu'il a prescrit et ce que vous pouvez adapter au niveau de la rééducation. En cas d'urgence, donc, vous avez la possibilité de commencer les premiers actes. La durée de séance est de l'ordre de 30 minutes, ça j'insiste, et uniquement fait par vous. C'est-à-dire que vous devez être au moins 30 minutes avec la personne. On sait très bien qu'il y a des cabinets qui voient 3, 4 personnes en même temps. Le but, en fait, c'est que vous soyez au moins de 20 à 30 minutes avec la personne que vous prenez en charge. Après, s'il reste 1 heure dans votre cabinet, ça c'est autre chose. C'est vous qui le gérez. Mais avec la personne, c'est au moins 30 minutes. Les actes de kinésithérapie sont des actes médicaux. Donc, à un moment donné, vous serez amené soit à faire un compte-rendu pour le médecin, et je vous encourage à le faire, parce que les médecins ne sont pas forcément toujours informés de la situation de leur patient et de la prise en charge. Donc, s'il revient vers lui, c'est bien, il pourra voir, constater s'il y a une évolution, mais des fois, il y a des assurés qui ne reviennent pas à leur médecin. Facturation d'un seul dépassement lorsque vous vous rendez dans un EHPAD. Les cotations comprennent l'ensemble des différentes techniques et à chaque séance s'applique une seule cotation correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause. Il n'est pas possible d'appliquer une deuxième cotation pour une même séance, sauf dans le cas d'une infection respiratoire qui s'ajouterait en fait à la pathologie que vous avez pris en charge initialement. C'est le seul cas si vous avez quelqu'un qui a une BPCO ou qui aurait une autre pathologie pour lequel il faudrait donc les prendre en charge de façon rapide. Donc là c'est l'ordonnance et la feuille de soins. Parce que vous êtes aussi amené à prescrire du petit matériel qui est à la LPP. Vous aurez peut-être l'occasion de prescrire des béquilles, prescrire des petites orthèses. Voilà, donc vous aussi vous avez la possibilité donc de faire des ordonnances. Donc il faut qu'elle soit quand même lisible cette ordonnance, qui est votre nom, votre adresse, votre numéro. Voilà, et que vous formuliez en fait de façon claire en fait ce que vous voulez que l'assuré obtienne auprès de la pharmacie ou du dispositif qui est inscrit à la LPP. Si en fait quelque chose, en fait, un matériel n'est pas pris en charge parce qu'il n'est pas à la LPP ou n'est pas reconnu par l'assurance maladie, il faut en informer bien sûr l'assuré et lui dire que ce ne sera pas remboursable. Après, il verra avec sa mutuelle s'il y a une prise en charge ou pas. Mais il faut que vous soyez clair avec les patients que vous aurez
à prendre en charge. Les prescriptions possibles, enfin pour vous, donc c'est les appareils destinés au soulèvement des malades, les potences, soulève-malades, matelas d'aide à la prévention des escarres, les coussins d'aide, les barrières de lit, les fauteuils roulants, les attelles souples, les ceintures de soutien, les bandes et orthèses, les sondes ou électrodes cutanées, les collecteurs d'urine, les attelles, les embouts de canne, talonnettes, bon, différentes petites choses que vous pouvez constater qui peuvent aussi servir donc à l'assurer. Alors, je vous montre un petit peu la feuille de soins que vous aurez à votre disposition. Donc en haut, vous avez le cadre concernant le patient que vous avez, avec l'identification ici, votre cachet, votre nom, l'identification du prescripteur ou de la structure, les conditions de prise en charge de la personne, prestation au traitement, donc de date à date. S'il y a un accord préalable, vous allez le mentionner ici. Dans quel cadre ça se fait, si c'est une ALD. Alors bien sûr, vous allez avoir des patients qui vont avoir des ALD, mais toutes les ALD, ça ne veut pas dire qu'on prend tout à 100%. Les personnes, quand elles ont une ALD soit pour des tumeurs, soit pour un infarctus, soit pour une spondylarthrite ankylosante, grave, invalidante, soit pour une sclérose en plaques. Bon, ça, cette liste, il y a une trentaine de pathologies comme ça qui sont prises en charge. Et après, vous avez des affections qui sont dites hors liste, c'est-à-dire qui ne sont pas inscrites sur la liste des 30 affections, mais qui nécessitent en fait des soins coûteux, une prise en charge par divers professionnels de santé, des bilans réguliers, des hospitalisations. Donc du moment qu'il y a différents critères respectés, à ce moment-là, on peut avoir la personne peut avoir une ALD hors liste, voire une polypathologie. Donc ne vous faites pas piéger. Si quelqu'un vient et vous dit qu'il est à 100%, mais que c'est pour une épilepsie et que vous le prenez en charge pour une rééducation traumatique du genou, c'est pas du 100%. Pareil, après dans le cadre des accidents de travail, logiquement c'est uniquement pour la pathologie qui a été traumatisée, enfin pour la région anatomique qui a été traumatisée. Vous n'allez pas vous partir à faire à la fois la rééducation d'un genou si c'est une fracture de l'articulation du genou, plus de la lombalgie, voilà. Chaque chose sont bien spécifiées. Donc maternité, c'est ici que sera coché, ATMP ici, et puis vous rappellerez en fait le numéro, et là vous prescrirez en fait les différents actes, les jours où vous les avez faits, le montant, les déplacements, voilà. Et ensuite vous l'enverrez à la caisse. Ce formulaire type, vous le retrouvez sur Amélie, mais là vous l'aurez également dans le cadre de votre formation. Celui-là, qui est important aussi, c'est la demande d'accord préalable, une DAP. Donc pareil, vous indiquerez bien sûr les différentes noms, prénoms, matricules, date de naissance de l'assuré ou du bénéficiaire. Vous expliquerez l'acte qui doit être dispensé. Toujours dans quel registre, si c'est en maladie, dans le cas de la maternité ou des risques professionnels. Et ça, ce sera envoyé ensuite à la caisse, au service médical, qui donneront un avis par rapport à la prise en charge. Alors ça se fait pour certaines pathologies qui sont dans la nomenclature, que vous allez voir après, et qui demandent à ce qu'il y ait une DAP. Très souvent, c'est par rapport au référentiel HAS. Donc voilà, ça, ce que je vous disais, c'est que vous êtes tenu donc de remplir la feuille de soins, de mettre en fait le type d'acte, la cotation, son coefficient.
Euh, Si vous devez faire des actes non remboursables, à ce moment-là, vous ne faites pas de feuille de soins. Dans les situations réalise des actes ou prestations remboursables et non remboursables au cours de la même séance, il porte uniquement le premier sur la feuille. Et les actes en série doivent être mentionnés au jour le jour. Donc ça c'est par rapport au référentiel de réadaptation fonctionnelle. La demande d'accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes avant de débuter la rééducation. Donc demande d'accord préalable doit être faite par le professionnel avant, et vous devez joindre l'argumentaire. Alors le paragraphe A, on le verra après. Et dans le cadre du paragraphe B, pareil, vous avez une demande d'accord préalable. Et lorsqu'il y a une nécessité de faire une prolongation du traitement. Donc vous devez joindre aussi un argumentaire. Bon, en cas d'urgence, je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il faut faire des actes en urgence, vous pouvez les démarrer. La durée de séance, c'est vrai que j'insiste, c'est toujours 30 minutes. Et surtout, faites attention à ne pas cumuler en fait les actes. La seule chose qui est cumulable, c'est le problème respiratoire. Alors ça, c'est les actes isolés, c'est-à-dire que vous faites un bilan, mais derrière, il n'y aura pas forcément de séance de rééducation. On peut vous demander ça. Donc, si vous faites un bilan ostéo-articulaire, là, vous avez, selon le membre, ou les membres, ou le corps entier, différents coefficients appliqués. Vous voyez que ce sont des AMK. Si vous êtes en établissement, ce seront des AMC. Et vous devez en plus rédiger donc ce bilan et expliquer un petit peu ce que vous avez constaté et les amplitudes, la gêne pour tel ou tel mouvement ou tel acte. Vous pouvez être aussi amené à faire des bilans dans le cadre de conséquences motrices ou d'affections neurologiques. Pareil, pour un membre, deux membres ou tout le corps. Ceux-là, en principe, ne sont pas suivis d'actes de rééducation. En revanche, vous pouvez faire aussi des bilans. Alors, ces bilans qui vont être suivis d'actes de rééducation, on va les voir juste après. Ils ont des coefficients différents, avec des lettres clés. Les lettres clés sont les mêmes, mais c'est les coefficients qui changent. Donc le bilan, en fait, c'est le reflet en fait de ce que vous avez constaté, avec l'évaluation donc des capacités de votre patient, des déficiences. Vous allez aussi décrire un petit peu sa prise en charge, ce que vous allez mettre en place pour améliorer ses capacités. Vous allez aussi spécifier les différents événements qui ont pu survenir au cours de cette rééducation. Et vous préciserez les résultats que vous avez obtenus et les conseils que vous avez pu donner à votre patient. Donc il existe des fiches synthétiques. Voilà, ces fiches en principe devraient être adressées dès le début du traitement au prescripteur. Et après vous serez amené à en faire d'autres si le nombre de séances devait être reconduit. Le bilan maintenant, si je me souviens bien, est peut-être coté dès le départ des séances de rééducation. Avant, il fallait attendre la 10e, mais maintenant, on peut le faire d'entrée. Et les fiches synthétiques peuvent vous être réclamées par le service médical et ainsi que le patient. Donc là, si en effet vous faites un bilan et qu'après de la rééducation, vous voyez que les lettres clés donc ce sont les 3, AMS, AMK, AMC, mais que les coefficients sont bien spécifiques
c'est 10.7 et 10.8. Alors que tout à l'heure, vous aviez des bilans de rééducation sans rééducation derrière, avec une cotation aussi particulière. Donc c'est aussi pour pouvoir repérer les bilans qui sont faits dans le cadre d'une rééducation. Donc si vous êtes amené à faire entre 1 et 10 séances, puis à la 30e séance, puis de nouveau toutes les 20 séances, le coefficient c'est 10.7. En revanche, si vous savez que ça va durer plus longtemps et qu'il y aura des séances qui vont au moins, la première série c'est au moins 50, ben vous aurez un bilan à 10.8. Et en fonction du renouvellement, vous aurez cette même cotation. Alors c'est sûr qu'au départ, on ne sait pas exactement le nombre de séances, mais avec la pratique, avec le type de pathologie que vous aurez à prendre en charge, vous saurez qu'il y aura peut-être en effet d'emblée 50 séances, 60 séances. Alors des bilans types, il y en a ici, je vais essayer de réduire. Voilà comment ça se présente. Donc il y a le nom et le prénom du patient, son numéro de sécu, le prescripteur qui a demandé en fait cette prise en charge, date de la prescription médicale, si c'est une prescription quantitative ou non, s'il y a des séances de kiné antérieures à cette indication, date de prise en charge, nombre de séances par semaine, les antécédents, et puis là, comme c'est pour un problème d'AVC avec séquelles neurologiques, type hémiplégie, voire aphasie, donc vous avez différents éléments à compléter. Et ça vous permettra ensuite d'avoir le suivi de la personne et de voir son évolution. Et d'expliquer pourquoi en fait il est nécessaire de poursuivre la rééducation. Donc ce sont des fiches qui ont été faites ici, si je me souviens bien, en local, avec les kinés et puis le service médical et la caisse. Donc c'est assez complet, on peut sûrement compléter davantage, mais vous voyez, il y a quand même le bilan moteur, la spasticité, le clonus, la motricité. Bon. Donc là, de ces fiches-là, vous en avez 3 types qui existent. Il y a la même chose pour les personnes âgées fragiles à domicile, rééducation de la déambulation, pareil. Là, vous avez différents critères, si elle arrive à faire des transferts, lit, si elle est autonome ou pas, assis, debout, les chutes dans l'année, réaction en parachute. Donc différentes choses à tester et à préciser. Et enfin, la troisième et dernière fiche, c'est en orthopédie. C'est la même présentation et en fonction de l'étage, de préciser en fait les amplitudes. Moi j'ai une question, c'est pour revenir sur la nomenclature un peu quand c'est des actes orthopédie ou rhumato, mais dans les établissements, c'est l'établissement qui l'emporte, c'est au niveau des Tout cotations. dépend si vous êtes salarié ou si vous intervenez à titre privé. Mais ce sera un AMC parce que vous le faites au sein de l'établissement. Donc dans tous les cas, Oui. Après, la rémunération sera, vous verrez, parce que des fois, vous êtes salarié de l'établissement, donc c'est eux qui vous emploient, donc ils vont vous donner un salaire, mais d'autres fois, c'est des intervenants extérieurs. oui, ça dépend du jour. Mais de toute façon, du moment que c'est fait en établissement, c'est un AMC. Donc en fait, les ALS, c'est que pour le cabinet ou le domicile. Ouais. Et les AMK, pareil, mais S et K, après, ils ont une spécificité. On va le voir après. Donc, traitement individuel de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, chapitre 2. La nomenclature, et celle-là, il y a plusieurs articles. Donc là, c'est pour la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques. Donc là, ce sont des AMS, c'est de l'orthopédie. Donc pareil, lettre clé AMS,
coefficient en fonction du nombre de secteurs que vous allez prendre en charge. Si c'est une partie d'un membre, le membre entier, plusieurs membres. Si c'est suite à une amputation, là, si c'est du rachis, voilà. Soyez vigilants par rapport à ces cotations, parce que c'est là-dessus qu'après, c'est là qu'on va, c'est là où va porter le contrôle en fait. On va regarder si par rapport à la prescription que vous avez fait, vous avez bien coté. L'article 2, c'est pour les affections rhumatismales inflammatoires. Donc, rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire. Ce sont des AMK, atteinte localisée à un membre ou le tronc. Il y a plusieurs membres, c'est 9. AMK 9. Et là, peu importe du coup si on met AMK ou AMC. Bah, AMK sera en ville, à votre cabinet. AMC sera en établissement. L'AMS, c'est de l'orthopédie. Mais c'est bizarre parce que nous, on a vu que c'était orthopédie ou rhumatisme. Sur la nomenclature, c'est précisé comme ça. Alors, si vous faites une erreur par rapport à un AMC ou un AMK, ce ne sera pas très grave. On vous dira, vous n'avez pas pris la bonne lettre clé. Là où il ne faut pas que vous vous trompiez, c'est par rapport au coefficient. Ne faites pas passer, si vous prenez un membre, pour la totalité du corps. Puisque si on va en arrière, la cotation, plus vous prenez en charge de choses, plus ça va être importante. Et donc là, vous disiez que c'est relié à des heures aussi, par exemple, si Pour chaque, quota horaire. non, pour chaque acte là que vous allez faire, admettons aujourd'hui, vous voyez une personne, et si on prend quelqu'un que vous voyez dans le cadre d'une rééducation de sa racine, d'une cheville, là ça va être un AMS 7,5. Et on sait que pour cette personne qui est prise en charge, vous devez passer 30 minutes avec elle. Donc si vous en faites une centaine, après vous multipliez le temps. C'est sûr, mais du coup, pour le corps entier, ce sera forcément plus long. Pour le, Donc, le temps, c'est toujours une demi-heure oui, consacrée. pour un acte, ouais, à peu près. Je vous ai dit tout à l'heure que même si vous faisiez 20-25 minutes, c'est pas, on va pas être regardant par rapport à ça. Mais ayez toujours à l'esprit qu'une séance doit durer 30 minutes. Oui. Après, il peut rester plus longtemps dans votre cabinet si vous lui montrez un exercice à faire. Là, c'est être avec lui. Lui montrer, voir comment il se tient, comment il fait sa rééducation. Oui. Oui. Succincte. Alors, ça c'est... Il y a des exemples en télé. Ça peut vous être reproché. C'est parce que si, quelque part, vous pouvez toujours appeler le médecin et lui demander la précision. S'il y a quelque chose qui ne vous va pas dans l'ordonnance, moi je vous engage à vous rapprocher du professionnel de santé. Donc du médecin ou du chirurgien. Je ne pense pas que le chirurgien vous fasse une ordonnance à l'à peu près. Parce que eux, ils ont vraiment des protocoles. Maintenant, un médecin généraliste, il va peut-être vous mettre massage. Massage, c'est pas cotable. Massage, c'est pas cotable. Vous regarderez dans la nomenclature, il n'y a pas marqué massage. C'est hors nomenclature. Mais seulement, il faudra que vous disiez à votre patient, moi je veux bien vous le faire, mais ce ne sera pas remboursé. C'est hors nomenclature, et ça vous coûtera tant, et si ça dépasse 70 €, vous ferez un devis. Voilà, non mais... Maintenant, si vous avez que massage, mais que la personne, vous la voyez, qu'elle a un handicap, vous contactez le médecin, vous lui dites, vous pouvez me préciser, refaire l'ordonnance, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, c'est pas suffisant pour que je le prenne en charge. Je vous engage vraiment à communiquer avec les praticiens qui vont vous adresser des personnes, enfin, qui vont vous adresser, qui vont faire des prescriptions. Parce que c'est avec eux que vous saurez s'il faut continuer, s'il faut stopper, et préciser en fait la demande. C'est bon, j'ai été clair, j'ai répondu à vos questions.
Bon. Donc après, les maladies rhumatismales inflammatoires, c'est la paroi abdominale. Donc là, je vous les passe tous de façon lente, mais c'est volontaire pour que vous les voyez au moins une fois. Parce que je sais pas si vous ferez l'effort d'aller les voir ensuite. Oui, mais là, dans les médias, vous le reverrez peut-être avant le TD parce que vous aurez des cas. Mais je sais qu'après, là, vous allez... On a des listes officielles avec tout ça, on a tout ça qui est écrit. Par contre, est-ce que c'est à nous, quand il y a des actualisations, de faire la démarche ou on nous prévient? Alors, la nomenclature, vous la trouvez sur Amélie. Elle est en format PDF. Vous aurez tous les actes. Tout ça, c'est tiré de la nomenclature. Quand il y a des mises à jour, la caisse de l'Hérault vous prévient par un mail. Elle prévient tous les professionnels. Là, elle vient de faire un mail pour l'IFV, l'indemnité forfaitaire dans le cadre des personnes âgées qui ont des AMS 6. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouveauté dans la nomenclature, la caisse de l'Hérault, en tout cas, s'engage à adresser un mail à tous les professionnels. Donc pour la paroi abdominale, ce sont des AMK ou des AMC 7. Et là, je vous ai mis aussi les modifications des tarifs, puisque maintenant, au 1er décembre, ils sont passés à 7,6. Et en 2021, ils passeront à 8. C'est suite aux conventions, c'est l'évolution de la nomenclature. Alors, pendant un moment, ça n'a pas changé. Là, du fait de la convention qui a été signée de l'avenant, ils ont revalorisé les actes, mais ils l'ont fait par étapes. Donc, il y en a quelques-uns qui sont qui sont déjà arrivés, d'autres qui sont arrivés enfin, au 1er décembre, et d'autres qui seront mises à jour qu'en 2021. Et par contre, au niveau du post-partum, vous aviez marqué tout à l'heure que c'était jusqu'au 12e jour post-accouchement. Oui. Mais on n'a pas le droit normalement de prendre post-accouchement. Enfin, c'est pour autre chose, par exemple, ça peut être pour une entorse de cheville, tout ça. Oui. Sinon, tout ce qui est rééducation. Vous le prenez après. Natal, 4 jours. Ouais. Si en fait, ça fait mal ailleurs. Oui. Mais ça, c'est pas... Enfin, c'est vraiment pas le plus courant. Hein. Ouais. Celui-là, où vous aurez sûrement du monde à prendre en charge, c'est les affections neurologiques et musculaires. Donc vous voyez qu'en fonction de toujours la localisation, vous avez un coefficient particulier. Là, ce sont des AMK. Et oui, évolutif pour regrouper différents. Voilà, en fonction des zones, et vous avez en fait des coefficients plus ou moins importants. Hein. Ça permet aussi de repérer ce que vous prenez en charge. Le fait d'avoir ces coefficients, on sait à peu près si vous êtes plus axé sur de la neurologie ou de l'orthopédie. Voilà, parce qu'après, certains d'entre vous prendront plus en charge des patients neurologiques. Là aussi, avec une évolution des coefficients actualisés. Les affections respiratoires, là, vous avez aussi un codage en fonction donc des maladies, s'il y a des désencombrements, enfin des bronchiolites, des poussées aiguës, d'une pathologie respiratoire chronique. Donc c'est un MK ou un AMC8. En fait, tous les coefficients pour le respiratoire sont à 8. Le cas de la mucoviscidose et de sa prise en charge, c'est un coefficient de 10. Parce que là, bon, il y a peut-être plus de techniques à mettre en place, une prise en charge un peu plus importante. Et alors ça, c'est un acte qui était nouveau. Donc c'est une prise en charge respiratoire où, en principe, vous passez beaucoup plus de temps avec la personne
voyez, là, il y a une séance. Les séances sont de l'ordre d'1h30. Donc c'est pour les personnes atteintes de handicap respiratoire chronique. Ils doivent être pris de façon individuelle. C'est pas en groupe. Et c'est une kinésithérapie respiratoire, un réentraînement à l'exercice sur machine, renforcement musculaire, éducation de santé. Mais il y a des conditions pour la facturation qui sont ici. Il faut qu'il y ait une ALD et qu'en plus, les séances soient... il y en ait une vingtaine et qu'elles durent suffisamment longtemps. Et vous en avez un autre, respiratoire chronique. Ça, c'est... Alors attendez, par rapport à celui d'avant, là c'est en groupe. Donc là vous prenez 2 à 4 personnes et vous avez un AMK 20, mais avec les mêmes conditions. Celui-là c'est uniquement pour une personne que vous prenez, et celui-là c'est pour 2 à 4 personnes. Donc il y a également de la rééducation maxillofaciale et en ORL, avec des AMK 7 pour la rééducation maxillofaciale, vestibulaire et troubles de la déglutation isolés. Les rééducations des affections vasculaires, donc là c'est les insuffisances veineuses, les troubles trophiques, les lymphœdèmes pour un membre et pour 2 membres avec un coefficient différent. Donc selon le nombre de membres ou de zones à rééduquer, le coefficient est plus important. Et la rééducation pour lymphœdème du membre supérieur après traitement du cancer du sein, c'est un coefficient de 15,5. Il y a des indications spécifiques. Celui-là, oui. Bah, il faut que vous en ayez quand même, hein, des BPCO à 28, enfin, des BPCO en ALD. Il y en a, mais après, réentraînement et tout ça, oui. Je pense que ça doit prendre vraiment du temps à prendre au niveau de la prise en charge. Donc là, peut-être que 30 minutes ne sera pas suffisant. C'est pour ça que ça m'a dit que ce soit associé à un quota horaire à la limite, parce que du coup, quel est l'intérêt soit une cheville, on va te dire, il va être en osmose, il va être obligé légalement de prendre 30 minutes, alors que là, tu la regardes pas, et là où tu as besoin de t'investir, c'est En fait, c'est un équilibre à trouver. Si vous voulez, 30 minutes, oui, mais voilà. Si vous voulez, on veut pas que les personnes restent 10 minutes à faire juste... voilà. Je vous ai dit qu'on pouvait aller jusqu'à 20 minutes, d'accord? Mais c'est sûr que si dans votre activité vous avez des lymphœdèmes comme ça va vous prendre plus de 30 minutes, et que derrière vous allez faire une rééducation pour une cheville qui vous prendra peut-être un peu moins de temps, voilà, ça s'explique. Ce qu'il ne faut pas, c'est que dans votre tête vous vous disiez... Oui, c'est que vous n'ayez pas besoin de... nous on va compter 30 minutes parce que c'est inscrit dans la nomenclature, mais après si vous devez argumenter ou expliquer, il n'y aura pas de souci. On n'est pas forcément là pour... hein. On essaie de comprendre la pratique, on essaie de voir avec vous comment on peut faire, mais on est bien conscient qu'il y a certains actes qui vont demander moins et d'autres qui vont demander plus. Mais au total, en moyenne, ça va s'équilibrer. Donc là, je vous ai mis, il est sur 2 diapos pour le lymphœdème, puisqu'il y a aussi les contre-indications. Et là, la durée de séance est de 60 minutes. Hein, au maximum. Donc, dans cette nomenclature, vous avez les durées, vous avez les coefficients et les codes. Et pour l'instant, c'est comme ça.
Vous êtes assez encadré par rapport au timing d'une séance. Et vous avez un supplément pour le bandage aussi. Vous pouvez ajouter ça. Alors, pour ce qui est des conséquences périno-sphinctériennes, là, vous avez une rééducation avec un code AMK et un coefficient de 8 qui va évoluer aussi. SF, c'est sage-femme, ouais. La rééducation des déambulations du sujet âgé. Alors, en principe, c'est lorsque vous faites une rééducation analytique, globale, musculo-articulaire et des deux membres inférieurs, posture, c'est un MK8. Alors là aussi, parce qu'on le voit fréquemment, c'est des MK8 et des AMC8 à longueur de temps. En principe, le bilan, vous le faites une fois ou deux, et puis vous le réévaluez. Après, bien souvent, les rééducations à déambulation, c'est des 6. Donc là, on peut être amené en fait à retoquer si vous faites tout le temps de la MK8. Si c'est juste, si on voit l'assuré qui nous dit oui mais c'est juste une aide à la marche ou un truc comme ça, on sera amené peut-être à revoir le coefficient. C'est ce que je veux dire. Souvent, il y a une rééducation analytique et globale musculo-articulaire, donc c'est toute une prise en charge. Mais quand on interroge après l'assuré, il nous dit oui non mais il vient juste me faire de la marche, il vient juste m'aider à sortir et autres. On le sait ça aussi. Donc c'est pas un 8, ce serait un 6. Donc si vous voulez, s'il y avait une thématique France entière à faire un contrôle sur les personnes âgées qui ont des MK8, on pourrait très bien donc étudier tous les kinés du département, regarder leurs proportions et dire là il y en a beaucoup trop par rapport à ce qui devrait se faire. Ensuite ça devrait passer sur du 6, éventuellement après repasser sur du 8 s'il y avait besoin. Mais de le faire en permanence, non. Alors là, c'est les patients atteints de brûlure. Je sais pas, là aussi, ça va être assez rare. Mais pareil, AMK ou AMC 7 ou 9 en fonction des membres atteints ou du tronc. Pour les soins palliatifs, c'est le seul qui a un AMK ou un AMC 12. Donc vous avez bien compris. Si vous réfléchissez à la nomenclature, il y a des actes qui sont dits traceurs, puisqu'ils ont leur propre cotation. Et donc à partir de là, on arrive à savoir quel type d'activité effectue le kiné. En neurologie, ce sont des 11, des 9, là c'est du 12. En orthopédie, vous verrez que c'est essentiellement du 7,5, voire du 9. Donc on arrive très vite à savoir vers quoi vous tendez dans votre travail. Voilà, donc là je vous ai présenté en fait tous les tableaux qui sont dans la NGAP. Après je vous montrerai le tableau par rapport aux indemnités forfaitaires et par rapport aux déplacements. Je vous rappelle que les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2e, 3e et 4e du chapitre 2, ce qu'on vient de voir. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle la phase de repos tout au long de la séance. Ces traitements de groupe doivent concerner les malades qui bénéficient d'un programme homogène d'exercices de rééducation. D'accord ? Vous ne pouvez pas prendre en groupe des gens qui feraient des choses différentes. Et en fait, ça ne peut excéder 3 personnes. Vous pouvez faire des traitements conduits en parallèle de plusieurs patients, mais vous voyez bien, le temps consacré doit bien être de 30 minutes par patient, par période continue ou fractionnée. Alors si vous êtes à 20, c'est pas grave, mais ayez bien ça en tête. Chapitre 4, vous serez peut-être à faire de la balnéothérapie. Alors cette lettre se rajoute, et ce coefficient se rajoute à l'acte que vous faites. Ouais, c'est l'acte plus la balnéo, ouais. Mais on s'assure que vous ayez bien une piscine. Hein.
Voilà. Alors, celui-là, c'est donc les rééducations pour lequel il faudra faire une DAP, une demande d'entente préalable. C'est les rééducations soumises à référentiel HAS. Alors, il y a des situations médicales nécessitant qu'à titre exceptionnel d'engager une rééducation. Dans ce cas, un accord préalable du service médical est nécessaire. Alors le cas qui vous est cité, c'est la rééducation après libération du canal carpien. Et après, vous avez des situations médicales nécessitant à titre exceptionnel un accord préalable du service médical pour la prolongation des séances, au-delà du traitement habituel défini. Donc, après une entorse externe récente du pied, en principe, c'est considéré par la HS de 1 à 10 séances. Au-delà de la 10e, il faudra que vous remplissiez une demande d'accord préalable. Pour l'arthroplastie du genou, par prothèse totale ou unicompartimentaire, il est estimé 25 séances. Au-delà de 25, pareil, il faudra faire une demande d'accord préalable. Donc tous ceux qui sont cités là, donc vous voyez que déjà si vous deviez faire un bilan kiné, vous voyez que pour le dernier, après réinsertion aux sutures, c'est de 1 à 50 séances. 50 séances quasiment, c'est le 10.8 pour le bilan kiné. Parce qu'il y avait les 10.7 et 10.8. 10.7 quand ça va de 1 à 20 et que ça dépasse les 20. Et quand ça dépasse les 50, c'est le 10.8. Donc vous voyez qu'il y a déjà, là avec ce référentiel, vous voyez quel type de BDK vous pouvez coter. La majorité sont en dessous, hein, c'est 10.7. Mais pour la réinsertion au niveau de l'épaule, de la coiffe, on peut aller jusqu'à 50 séances. Donc on pourrait faire un BDK 10.7 par exemple. Donc ça c'est à savoir parce que vous êtes soumis à une entente. Et quand vous faites l'entente, vous allez dire pourquoi. Donc quelquefois il faudra accrocher en fait votre évaluation initiale, enfin ou l'évolution en fait du patient depuis la prise en charge. Il en est de même pour la lombalgie commune, de 1 à 15 séances, et au-delà de la 15e, donc il y a une demande d'entente préalable. Il faut savoir qu'il n'est pas rare quand même de voir des gens qui ont 150 séances de kiné pour des problèmes lombaires à l'année. C'est toujours un peu étonnant, mais bon, ça existe. Pareil, cervicalgie, en principe, c'est de 1 à 15 séances. Et au-delà de la 15e, à ce moment-là, une demande d'entente préalable. Voilà, je vous les ai toutes répertoriées ici dans ce PowerPoint. Il en est de même pour les fractures, avec ou sans luxation du coude, fracture non opérée proximale de l'humérus, voilà, un traumatisme récent du rachis cervical sans lésion neurologique, tendinopathie. Donc en gros, vous avez, selon l'HAS, on pourrait dire que quasiment entre 1 et 30 séances maxi par pathologie, si on regarde bien. Puisque ça va de 1 à 15, 25, 40, 15, 15. Donc, bon, après tout dépend de l'état de la personne et de sa réactivité par rapport au traitement. Donc le but, quelque part, c'est de faire une rééducation adaptée. Il y a des recommandations aussi vous voyez bien avec des services qui se développent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Prado, mais la caisse va vous en reparler. C'est les sorties précoces. Le but aussi est de limiter la durée d'hospitalisation. Et donc on essaie de mettre en place des sorties un peu anticipées. C'est le cas par exemple après un accouchement.
Les femmes ayant accouché avec le nouveau-né donc peuvent partir au deuxième jour, mais derrière il y a les sages-femmes qui sont présentes, qui vont intervenir. Pour les problèmes de chirurgie, prothèse, si la personne est en bonne condition physique, si elle a un entourage et tout, pourrait très bien sortir, plutôt que d'aller en SSR. Le but, c'est justement d'éviter ces séjours hospitaliers qui sont coûteux, avec une organisation, avec un kiné de ville qui va prendre en charge, qui va rééduquer. J'ai le cas très récent d'une personne qui, au bout de 4 jours, est rentrée chez elle après l'hôpital, prothèse de hanche, et qui, au bout de 15 jours, marche quasiment comme vous et moi. Donc c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus faciles à rééduquer que d'autres, mais bon, c'est des choses qui se développent et des circuits intéressants. Et puis en plus, bon, ça fait profiter les kinés libéraux, quoi. Donc c'est bien. Donc les retours à domicile, je vous montre les recommandations que vous trouverez aussi, c'est les fiches HAS. Je vais les réduire. Donc tout est décrit à l'intérieur, hein. Les séances de kiné, l'évaluation, l'éducation, la prescription, le bilan, des fiches qui sont bien faites, qui vous précisent les durées indicatives, de 1 à 6 mois en fonction de la nature de l'intervention. Donc elles sont à votre disposition, ces fiches, hein. Et en fonction, vous voyez, des signes d'alerte. Pas de signe d'alerte, information immédiate du médecin. Donc en fait, le but c'est de vraiment créer un parcours de soins entre le médecin généraliste, le spécialiste qui a pris en charge, vous, l'infirmière. Voilà, c'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir en tête. Une sorte d'échange permanent entre les différents confrères et spécialités. Bon, il y en a une aussi pour le respiratoire. Alors là, je vous ai mis donc les tarifs. Alors je ne sais pas s'ils sont à jour au niveau du montant. Métropole et DOM pour les différents types d'actes. Donc l'AMK, MS, AMC était à 2,15 €. Donc vous multipliez par le coefficient et vous avez le montant de votre séance de rééducation. Vous avez les indemnités forfaitaires de déplacement, les IFD. Les IFO, ça c'est pour l'orthopédie et la rhumato, IFR pour le rhumatismal, IFN pour le neurologique, IFP pour le pneumologique, l'IFS c'est après une intervention d'orthopédie, elle est limitée dans le temps. Retour à domicile, pareil, il y a un forfait de prise en charge, oui, lorsque vous aurez des personnes qui ont un AVC, c'est facturable une fois, c'est 100 €. Et pour la chirurgie orthopédique, ça c'est un forfait d'accompagnement retour 20 €, majoration et des indemnités kilométriques également. Voilà. En principe, si vous êtes en ville, vous aurez très peu d'indemnités forfaitaires. Si vous êtes éloigné, en campagne, en montagne, vous aurez des indemnités par rapport à ça. Et donc ça c'est le nouveau code que je vous ai rajouté, puisque c'est tout récent. C'est l'IFV que l'on rajoute donc au code AMK ou AMC6 pour les personnes, donc rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée. Alors là c'est plus expliqué au niveau du forfait donc de prise en charge rapide du retour à domicile après un AVC. Donc rémunération complémentaire spécifique des conditions de prise en charge des patients sortant d'une hospitalisation pour AVC.
Forfait comprenant une prise en charge rapide dans un délai de 3 à 4 jours, initialement à domicile, participation à l'éducation du patient de son entourage, coordination avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé impliqués, attesté par transmission d'un BDK, transmission d'un point d'étape sur la rééducation en cours. Et celui-là, donc, facturable une fois pour chaque patient en tiers payant intégral, 30 jours après la première prise en charge par le masseur kinésithérapeute. Voilà. Donc c'est un forfait qui vous sera attribué. Et le même forfait qui est décrit ici, mais cette fois-ci pour la post-chirurgie orthopédique. Toujours prise en charge rapide, participation à l'éducation, une coordination. Il faut qu'il soit dans les 48 heures après la sortie d'hospitalisation. Voilà. Là, je vous ai un peu plus détaillé par rapport aux actes effectués la nuit ou le dimanche. Donc vous avez une facturation supplémentaire. Et les actes de nuit et actes effectués entre 20h et 8h. Je pense pas que vous soyez... C'est plutôt pour les infirmières, ça. Et ce que je vous disais au tout début, c'est que les actes de kiné respiratoire donc, peuvent se cumuler avec les autres actes. D'accord. Pour le dépassement d'honoraires, donc c'est un devis. Alors il est dit que le masseur kinésithérapeute s'interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après, circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade, telles que soins donnés à heure fixe ou en dehors de l'horaire normal d'activité du masseur kinésithérapeute. Déplacement normal imposé au masseur à la suite du choix par le malade d'un masseur kinésithérapeute éloigné de sa résidence et toujours fixer ses honoraires avec tact et mesure en indiquant le montant perçu sur la feuille de soins ainsi que le motif du DE. Et pour ce qui est du non-respect des règles conventionnelles, là il y a tout un chapitre. Voilà dans quel cas en fait on va vous serez interpellé. Soit c'est l'application de façon répétée de tarifs supérieurs aux tarifs opposables, l'utilisation abusive d'un dépassement d'honoraires, l'utilisation abusive de la dispense d'avance des frais, la non-utilisation ou mauvaise utilisation de façon répétée des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnés la constatation des soins, la non-inscription de façon répétée du montant des honoraires perçus, le non-respect de façon répétée de la liste de la NGAP. Donc du coup, si vous êtes en dehors de ça, la CEPAM qui va contester le non-respect peut initier une procédure. Soit ce sera elle va donc reprocher les faits par lettre recommandée. Le kiné aura la possibilité de répondre à ce courrier. Soit il y a un engagement de sa part en disant qu'il va modifier sa pratique, soit il n'y a pas de réponse particulière au bout d'un certain délai, et donc il y aura un courrier d'avertissement. Et il y aura de nouveaux contrôles qui seront effectués au bout d'un certain temps. Bien sûr, la caisse va aussi se rapprocher de la commission paritaire départementale, de façon à ce que le kiné, s'il la sollicite, puisse être entendu. Et puis la commission rendra donc un avis dans les 60 jours. Ensuite, en fonction de ce qui a été rendu par la commission, le directeur va faire notifier donc sa décision. Et vous voyez que le risque, c'est une suspension de toute partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales ou une suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre conventionnel. Et là, c'est par rapport à des mois de suspension, ça peut être 1 mois, 3 mois, voire plus. Donc les risques que vous encourez, ce sont des interdictions temporaires ou définitives de pratiquer votre activité,
la suspension d'une partie du financement donc, de prise en charge des cotisations sociales. Ça peut aller de 1 mois à 12 mois. Et la suspension d'exercer dans le cadre conventionnel. Voilà, donc c'est quand même pas neutre. Ça arrive de temps en temps qu'il y ait ce genre de procédure et ce genre de mesure. Donc le risque, c'est une interdiction temporaire ou définitive de donner des soins ou d'exercer. Et puis ça peut aller plus loin, comme je vous l'ai montré par le tableau, puisqu'il peut y avoir des procédures aussi au niveau pénal. Bon, mais je ne vais pas vous plomber ça, parce que vous êtes qu'au début de votre pratique, et que j'espère que vous la ferez au mieux. Et que vous coterez au mieux pour la caisse. Voilà. Ce que je vais faire, je vais quand même vous montrer quelques exemples. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, est-ce que je vais... Ah, je l'ai pas sur celui-là. Ah ouais, je l'ai pas mis sur celui-là. Je vais vous en montrer un, on va voir ce que vous pouvez... Donc vous voyez, c'est la rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques. Voilà par exemple une prescription faite par un médecin. Et on met 10 séances de kinésithérapie cheville. Voilà. Donc là par exemple, vous auriez quelle idée de cotation? Là bon déjà, il vous en met 10, donc est-ce que vous allez suivre la prescription. Là vous allez suivre la prescription puisqu'il vous a mis 10. Et après, comment vous le codez? De ce que je vous ai dit à propos. Alors, je sais bien que vous n'avez pas tout retenu. C'est de l'orthopédie, c'est un AMS. Et en principe, ce sera un 7,5. Je ne vais pas tous les montrer parce qu'en principe, ceux-là, ils passent en TD. Ben, au cours du TD, vous aurez les grilles. Vous aurez la nomenclature. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, ça va être soit les praticiens vont vous dire, logiquement, ils devraient vous dire traumatisme cheville, séance de rééducation, soit ils vous laissent libre du nombre et du type de rééducation, soit vous allez tomber sur un orthopédiste qui va vous dire après la fracture, je voudrais que vous travailliez dans tel détail. Voilà. Et oui, vous ferez la demande, mais le problème c'est que il vous en a mis 30 déjà. Parce que c'était 15. C'est la prescription. C'est du facultatif.
Eh ben là, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans la nomenclature. Apparemment, si on vous dit qu'il faut 30 séances, vous allez faire les 30 séances. Pourquoi ou quand Non, on dit c'est le référentiel. Et le ouais, médecin a dit, ouais. et c'est à lui de se justifier à l'émission. C'est comme ça que je voulais présenter parce que c'est comme ça que c'est écrit et que en principe, le nombre de séances est facultatif. Ils n'ont pas à vous le mettre. C'est à vous maintenant de le On nous faire. a dit qu'on n'avait même pas à le respecter dans Ben, vous ferez après une DAP. Vous ferez... Mais là, de toute façon, on vous les a prescrits. Si on repart sur la nomenclature, ces situations médicales nécessitant à titre exceptionnel un accord préalable pour la prolongation des séances. Mais là, vous ne les prolongez pas. On vous a dit d'entrée que c'était 30. Si en revanche on vous dit oui, on vous fait 10 séances, mais on se rend compte que ça ne suffit pas, à ce moment-là, vous êtes obligé de faire la DAP. Mais peut-être que les 30, vous ne les ferez pas. Vous ne les facturerez pas non plus. Parce qu'au bout de 15, ce sera suffisant. Et par rapport à ce que je vous avais dit avant, c'est qu'en effet, c'était facultatif, mais que la prescription, si le médecin précise sa prescription technique durée, elle s'impose au MK. Et pareil, au niveau de la durée de validité de l'ordonnance, pas de limite réglementaire. Ouais, mais il faudra quand même que vous vous rapprochiez. Si c'est une ordonnance qui a 1 an, moi je vous encourage à faire refaire l'ordonnance. La première séance, elle doit toujours être faite dans les 6 premiers mois. Pour la pharmacie, c'est valable 1 an. Je crois que nous, on doit faire la première séance, après le reste, mais la première séance doit être faite. Bah après, c'est pas tellement logique aussi qu'on vous prescrive des séances aujourd'hui, que l'assuré vienne, il en fasse une, et qu'il revienne que en mars 2020 ou en juin 2020. Pas logique. Pour moi, quand on fait une prescription, c'est pour maintenant. Et s'il y a besoin d'une nouvelle prescription, le médecin la fera. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? Oui. Bon, après, Je chipote sur des détails, mais non, après, ce qu'il faut, c'est que dans le cadre des stages, il faut que vous regardiez comment ils font. Alors, tous ne feront peut-être pas aussi bien, hein, mais déjà, il faut se familiariser avec ce système de cotation et se poser des questions. au niveau du délai, on a entre 3 et 6 jours. En principe, si vous télétransmettez, c'est rapide, donc ça se fait dans la journée, ça. Et la DAP, vous l'envoyez suffisamment tôt, enfin, suffisamment tôt. Mais par De exemple, toute façon, si sur vous la continuez... médication, on a 10 séances. On en fait 3 par semaine. Il faut aller vite parce que comme c'est 15 jours de délai, mais c'est pas Oui, mais forcément qu'on va avoir un contrôle. vous allez le savoir à 2, 3 jours, enfin, à la deuxième, 2 séances avant la fin ou 3 séances avant la fin, vous saurez qu'il faut prolonger. Après, maintenant, tout est dématérialisé, donc on reçoit tout assez vite, hein. Voilà. Bon, j'ai fini un peu plus tôt que prévu. J'ai raccourci le diaporama par rapport à l'année dernière qui était bien plus long. Le, il a récupéré. Il sera sur votre site. On les a adaptés un mois après. Alors, je vais vous mettre le PDF. Bah venez.
Il y a un autre port là-dessus ou pas? Il y a un autre cours. Non, un autre port, oui. Cherchez un autre. On a ceux de l'an dernier, mais du coup, ils sont un peu différents par rapport à. Oui, mais l'an dernier, c'était la première fois et c'était vraiment trop long. Et je vous parle de choses qui, en principe, c'est quoi? C'est Dorine? Oui, c'est ça. Je vous le mets. Où? Mince, attendez. Je le mets dans quoi? Je le mets directement oui, là? Directement là, ça sera parfait, merci beaucoup. On vérifie. Il est où? Là. Ouais, il y est. C'est ça, génial. Donc, on peut éjecter. Je vous remercie. Voilà. Oui. J'ai pas trop compris, je crois. En fait, au niveau de l'article 1er, je crois, de votre Oui. diapo, il y a des actes, et pour certains actes, il est marqué par exemple, je crois que c'était AMK7 et Oui. AMS 7,5 par exemple. Oui. Et du coup, dans quel cas on prend l'un, on prend l'autre, dans quel cas on choisit? Parce que AMK, AMC, ça j'ai bien compris que c'était en structure ou en libéral, Oui. mais AMK, AMS, il y a certains actes en fait où j'ai l'impression d'acheter entre les deux, et du coup, forcément, on prend la plus profonde. Alors attendez, c'est dans lequel? Le premier? L'article Ouais. premier. Alors, attendez, je le remets. Le S, c'est pour l'orthopédie. Oui, mais je comprends pas parce que si on fait de l'orthopédie dans un cabinet libéral, pourquoi je dirais pas MK? Alors, je le rouvre. Tu vois, MK et MC c'est par rapport à. Ça, j'ai compris, ouais. MS c'est par rapport à une catégorie, pas tout. Je comprends pas comment les trois. Dans le 1. Je crois que c'est l'article 1er. Oui, ouais. l'article premier. C'est juste ça, ouais. Celui-là. Voilà. Et là, par exemple, Ah, le 7, cas. Et Le là, en 7 fait, et demi. Mais non, mais le cas, parce que Ah, c'est kinésithérapeute. non, c'est l'AMS. Le cas, en fait, c'est aussi dans la nomenclature, mais c'est des actes qui peuvent être faits par le spécialiste. comment ça? Le cas, en fait, je vous l'ai mis, mais vous considérez que l'AMS, que celui-là, Donc, quand on a le choix entre AMS et MK, donc on prend toujours AMS. AMS. Sinon, quand c'est AMK et AMC, c'est AMK. Alors là, vous avez AMK et AMC, parce que là, c'est uniquement du neuro. Donc, si vous êtes dans un établissement, vous ferez l'AMC, Ouais. sinon, non. Et, d'accord? Et pour cela, vous prenez que les AMS. Je vous ai mis les cas parce que dans la nomenclature, vous avez les cas aussi. Mais vous ne les utilisez pas. C'est pas du tout pour vous. Donc, AMS, c'est pour les actes. 7,5. Je vous ai mis des couleurs. Ok. Le cas, c'est K7 et AMS, c'est AMS 7,5. Ouais, ouais. Et en fait, AMS, globalement, dans la nomenclature, je parle en général, c'est que pour les actes ostéo-articulaires. Oui. Ok. Et les autres, les AMK, c'est plus tout ce qui est inflammatoire. Et pour le neurologique, c'est pareil. C'est les AMK. Donc, AMS, c'est vraiment ostéo-articulaire. Ostéo-articulaire pur. Donc, ostéo-articulaire, on prend toujours AMS. Oui, Le reste, c'est AMK. Et en AMK. structure, c'est l'AMC. AMC. C'est C'est clair. c'est clair? Merci. Mais vous, le cas c'était pour autre chose. Je l'ai laissé volontairement. Mais vous, c'est AMS, AMK, AMC. De toute façon, on avait déjà un peu vu la nomenclature, on avait vu un peu ce truc qui c'était ambigu. Ok. Et après, n'oubliez pas les forfaits, tout ça. Alors, faut que j'éjecte ma clé.
moi j'adore. Moi, j'ai